Quand j'ai commencé à examiner les archives de construction des ponts du 19e siècle, je m'attendais à trouver la documentation habituelle, des rapports d'excavation des fondations, des journaux de battage de pieux, des relevés de tests du sol. Ce que j'ai trouvé à la place m'a glacé le sang. Des photographies d'archives des années 1860 aux années 1880 montrant des ponts en pierre massif enjambant des rivières sans aucun travail de fondation visible. Pas de bâtard d'eau, pas de débris d'excavation. Des séquences de photos de construction provenant des archives françaises et russes montrant des ponts apparaissant complets dans des images séquentielles sans phase de construction intermédiaire. Des arcs en pierre de plusieurs tonnes parfaitement alignés sur des portées de plus de 100 mètres sans ingénierie des fondations documentées. Et puis j'ai découvert les délais, 6 à 8 mois pour des structures qui nécessiteraient 3 à 5 ans avec les techniques documentées du 19e siècle. Ces ponts se regroupaient le long de coordonnées géographiques spécifiques, partageant un vocabulaire architectural identique. La question n'était plus « comment ont-ils construit sans fondation ?» La question était devenue « et s'ils ne les avaient pas construits du tout ?» Quand j'ai commencé mon analyse comparative de la documentation de construction des ponts du 19e siècle par rapport aux structures physiques, je m'attendais à une progression d'ingénierie standard. Relevé, puis fondation, puis pilier, puis arc. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Mais ce que j'ai découvert était une absence systématique de documentation sur les fondations à travers des centaines de ponts construits entre 1850 et 1900. Les photographies des archives de Saint-Pétersbourg, Paris et Prague datant de 1860 à 1885 montrent des ponts au début et à l'achèvement sans aucun travail de fondation intermédiaire visible. J'ai comparé ces images avec des photos de construction modernes. Les projets modernes montrent des années de préparation des fondations, des excavations massives, des bâtards d'eau, des systèmes de drainage temporaires, des centaines d'ouvriers creusant dans le lit de la rivière. Les ponts historiques, rien de tout cela. Des ponts en arc de pierre avec des portées dégagées de 80 à 120 mètres, reposant sur le substrat rocheux ou le lit de la rivière sans fondation en pieux visible, sans preuve de bâtard d'eau, sans documentation d'excavation. Ces structures réalisent une répartition des charges qui nécessite des fondations de 12 à 10 à 8 mètres de profondeur selon les normes d'ingénierie moderne. Comment cela est-il possible ? J'ai cherché les rapports d'ingénierie des fondations, les relevés de subsurface, les journaux de battage de pieux, les archives de construction de bâtards d'eau. Ce sont des documents standards pour tous les projets de ponts modernes. Ils devraient exister pour chaque pont majeur construit au 19e siècle. Ils sont systématiquement absents des archives pour 70% des ponts construits entre 1850 et 1890, pas perdus, pas endommagés par le feu ou l'eau, simplement absents, comme s'ils n'avaient jamais existé, comme si personne n'avait jamais creusé ces fondations parce qu'il n'y avait rien à creuser. Et puis j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. Les ponts qui ont de la documentation sur les fondations datent tous d'après 1890, comme si quelqu'un avait appris à construire des fondations seulement après que les ponts existaient déjà. J'ai ensuite examiné la documentation sur les délais de construction. Je m'attendais à des projets de 3 à 5 ans pour les ponts majeurs. C'est le temps qu'il faut. C'était le temps qu'il fallait même avec la main-d'œuvre bon marché et les longues heures de travail du 19e siècle. Mais ce que j'ai découvert était un modèle systématique de période de construction de 6 à 8 mois pour des structures techniquement identiques qui prennent 4 à 6 ans à construire avec l'équipement moderne. Les procès-verbaux des réunions du conseil municipal et les annonces dans les journaux des années 1870 montrent les dates de début de construction et de célébration d'achèvement des ponts. J'ai fait les calculs, encore et encore. Les chiffres ne fonctionnaient pas. Les registres d'approvisionnement montrent des commandes de matériaux minimales. Les registres de main-d'œuvre montrent des effectifs impossiblement petits. 40 à 60 ouvriers pour des projets nécessitant 300 à 500 personnes. Des structures en pierre de plus de 2000 tonnes achevées en 180 à 240 jours, y compris les mois d'hiver où la maçonnerie en pierre est impossible. Les registres de carrière montrent une extraction de pierre insuffisante pour les besoins du projet. Les registres de transport ne montrent aucune livraison par barge ou par rail d'un volume adéquat. Où sont allées les pierres? Comment ont-elles été transportées? Qui a fait le travail? J'ai cherché les journaux de construction quotidiens, les rapports de contremaîtres, les dossiers d'accidents du travail, les horaires de livraison de matériaux. Ces documents apparaissent systématiquement pour les bâtiments construits dans la même période. Ils sont absents pour les ponts, pas incomplets. Absents. Un pont à Saint-Pétersbourg, officiellement construit en 7 mois en 1872, portée principale de 95 mètres, 48 ouvriers listés dans les registres de paix. Pas de registre de livraison de pierres, pas de rapport d'accident, pas de journaux de construction. Un autre à Prague, 6 mois en 1878, 110 mètres de portée, 53 ouvriers, documentation identique manquante.
Un autre à Paris, 8 mois en 1867, 82 mètres, 60 et un ouvrier. Le modèle se répétait encore et encore, à travers toute l'Europe, dans les archives russes, dans les dossiers allemands, dans les bibliothèques françaises. 6 à 8 mois, effectif minime, documentation absente. Ces ponts n'ont pas été construits en 6 mois. Quelque chose d'autre se passait pendant ces 6 mois. Quelque chose que les registres obscurcissent délibérément. Peut être du nettoyage, peut être de la réparation de façades, peut être de la modernisation de structures déjà debout. Les ponts n'ont pas été construits en 6 mois. Quelque chose d'autre se passait pendant ces 6 mois. Quelque chose que les registres obscurcissent délibérément. J'ai décidé de cartographier les emplacements des ponts à travers l'Europe et l'Asie. Je m'attendais à une distribution aléatoire basée sur les besoins de planification urbaine du 19e siècle. Les villes ont besoin de ponts où les gens doivent traverser les rivières. C'est logique, c'est rationnel. Ce que j'ai trouvé n'était pas aléatoire. Les ponts forment des modèles géométriques précis, des réseaux de géométrie sacrée, des arrangements pentagonaux, des triangulations de sources d'eau. Les cartes superposées montrant les positions des ponts révèlent des motifs qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Et puis j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Des plans de villes d'archives des années 1840 montrant des ponts marqués sur les cartes avant les dates d'approbation de construction dans les registres municipaux. Les ponts apparaissent sur les cartes années avant qu'ils ne soient officiellement proposés pour la construction. Comment cartographiez-vous quelque chose qui n'existe pas encore ? Les emplacements des ponts s'alignent sur les coordonnées célestes, les points de convergence de la nappe phréatique, les nœuds harmoniques du substrat rocheux. Cette précision nécessite une technologie d'arpentage indisponible dans les années 1850 à 1880. Plusieurs ponts partagent des mesures de rayons d'arc exacts malgré avoir été construits par différents entrepreneurs dans différents pays. Pas similaires, identiques, au millimètre près. J'ai cherché les registres d'arpentage expliquant la méthodologie de sélection des sites, la correspondance entre des villes distantes expliquant la coordination architecturale, les spécifications d'ingénierie expliquant pourquoi des mesures identiques apparaissent dans des projets non connectés. Ces documents n'existent pas. Les ponts d'un rayon de 300 km partagent des proportions géométriques précises, comme s'ils avaient été conçus par la même main, planifiés par le même esprit, créés par la même civilisation. Ce modèle d'alignement géométrique correspond au principe de planification urbaine trouvé sur les sites d'Asie centrale, des sites que les historiens attribuent à diverses cultures. Mais les mathématiques ne mentent pas. La géométrie ne ment pas. Ces ponts fonctionnent comme des nœuds dans un système de distribution d'énergie et d'eau à l'échelle du continent utilisant la résonance naturelle. L'alignement suggère qu'une seule civilisation a planifié le réseau, pas des projets municipaux individuels surgissant indépendamment à travers des décennies. Un système, une vision, un monde. Et puis je me suis rendu compte de quelque chose qui a tout changé. Ces ponts n'étaient pas situés là où les villes en avaient besoin. Les villes étaient situées là où les ponts se tenaient déjà. J'ai commencé à analyser les détails architecturaux des arcs des ponts. Je m'attendais à une variation stylistique reflétant différents architectes et périodes de temps. C'est ainsi que l'architecture fonctionne. Les styles évoluent, les techniques changent. Chaque constructeur laisse sa marque. Ce que j'ai trouvé était un vocabulaire identique à travers une période de plus de 40 ans et 15 pays. Des photographies comparatives montrent des profils d'arcs de pont, des détails de clés de voûte, des ornementations de tympans provenant de structures prétendument construites par différents entrepreneurs. Les proportions mathématiques sont identiques, les techniques de taille de pierre sont identiques, le vocabulaire décoratif est identique. Des dessins d'ingénierie montrent des calculs de courbes caténaires identiques apparaissant avant que les méthodes de calcul ne soient standardisées. Comment des entrepreneurs non connectés dans différents pays utilisent-ils tous les mêmes mathématiques avancées avant que ces mathématiques ne soient largement connues? Trop précis, trop alignés, trop parfaits pour cette période. La précision de taille de pierre nécessite des outils industriels à pointe de diamant. Ces outils ont été inventés dans les années 1890. Les ponts datent des années 1850. Des pierres de voussoir parfaitement assorties avec des tolérances de 0,5 mm réalisées en utilisant uniquement des ciseaux à main selon l'histoire officielle. Comment ciseler la pierre avec une précision inférieure au millimètre en utilisant des outils manuels? Comment obtenir des calculs de courbes identiques à travers des projets sans communication documentée entre les équipes d'ingénierie? J'ai cherché les registres de transmission de dessins architecturaux, la documentation de formation des entrepreneurs, les manuels de technique de taille de pierre expliquant les méthodes de précision, la correspondance expliquant la coordination stylistique à travers les frontières et les décennies. Rien. Absolument rien. Les proportions d'arcs correspondent au ratio harmonique.
Fibonacci, la section dorée. Les mêmes proportions trouvées dans les structures attribuées à une civilisation que certains appellent maintenant Tartarie. Les éléments décoratifs incluent des motifs d'Asie centrale officiellement inconnus des architectes européens du 19e siècle. La taille de pierre suggère des techniques soniques, des techniques vibratoires, des méthodes associées à des méthodes de maçonnerie perdues, pas de ciseaux et de marteaux, quelque chose d'autre. Quelque chose que nous ne comprenons plus. Et cela m'amène aux chambres souterraines sous ces ponts, des espaces que les ouvriers de maintenance ont décrits comme étranges et inexplicables. Des chambres qui ont été scellées dans les années 1920 et 1930, des passages qui ont été murés, des espaces qui ne devraient pas exister. Et c'est exactement là que commence le chapitre suivant. J'ai examiné une documentation d'accès rare aux chambres scellées dans les fondations des ponts. Je m'attendais à des espaces structurels vides, des chambres d'air pour la stabilité, des trous d'inspection de base. Ce que j'ai trouvé étaient des chambres délibérées avec des passages scellés, des canaux hydrauliques inexpliqués et des preuves de systèmes mécaniques retirés. Les rapports de maintenance municipaux des années 1920 à 1940 décrivent des voûtes scellées dans les piliers de pont. Les photographies d'inspection technique montrent des passages murés, des terminaisons de tuyaux coupés, des supports de montage pour de l'équipement retiré. Les scans radars de pénétration du sol moderne montrent des espaces vides étendus. Pourquoi sceller des espaces vides? Pourquoi murer des passages? Pourquoi retirer de l'équipement sans documentation? Les chambres dans les piliers de pont incorporent des systèmes de drainage sophistiqués avec des caractéristiques de régulation de pression. Ces systèmes n'ont pas été réinventés avant l'ingénierie hydraulique des années 1930. Les points de montage pour les systèmes mécaniques montrent des modèles d'usure indiquant des siècles d'utilisation avant que les ponts ne soient officiellement construits. Des siècles, pas des années, des siècles. Les registres d'accès aux chambres disparaissent après 1920. La documentation de retrait d'équipement est absente malgré des preuves claires de machines extraites. Les journaux de maintenance de la ville contiennent des lacunes de 40 à 60 ans pour des ponts spécifiques. Les années 1880 à 1920 ou 1890 à 1930. Les années critiques, les années de transition, les années où quelque chose a été délibérément caché. J'ai trouvé un rapport d'un ouvrier de maintenance de 1927. Il décrivait des chambres sous un pont de Saint-Pétersbourg. Des espaces qui ressemblaient plus à des salles de machines qu'à des supports structurels. Des tuyaux qui n'allaient nulle part. Des supports pour de l'équipement qui n'existe plus. Nous avons été ordonnés de tout sceller, de ne plus jamais entrer, de ne rien dire. Ces chambres correspondent aux descriptions de ce que certains chercheurs appellent des batteries d'eau tartare. Des systèmes de pression hydraulique utilisant le débit des rivières pour générer de l'énergie mécanique. Les passages scellés suggèrent une connexion à un réseau souterrain plus large. L'équipement retiré faisait probablement partie d'un système de distribution d'énergie hydraulique à l'échelle du continent. Les ponts n'étaient pas seulement des traversées, ils étaient des centrales électriques, des générateurs, des nœuds dans un système que nous ne comprenons plus. Les chambres n'ont pas été scellées pour protéger les ponts, elles ont été scellées pour cacher ce que les ponts étaient réellement. J'ai fait des références croisées entre les emplacements de ponts et la documentation sur les inondations du 19e siècle. Je m'attendais à des enregistrements de catastrophes standards. Les inondations se produisent, les ponts sont endommagés, les ponts sont réparés. C'est l'histoire normale. Ce que j'ai découvert était un modèle systématique d'inondations catastrophiques précédant immédiatement les projets de reconstruction de ponts. Mais les descriptions de dommages dus aux inondations ne correspondaient pas aux preuves structurelles visibles. Les comptes rendus de journaux et les rapports de catastrophes des années 1850 à 1870 décrivent des inondations massives dans des villes avec des ponts d'architecture tartare. Les photographies montrent des dommages d'inondation consistant uniquement en l'enlèvement de débris et le nettoyage de façades. Les dossiers de réclamation d'assurance montrent des coûts de réparation suspicieusement bas pour des ponts prétendument détruits. Un pont à Prague, prétendument détruit par une inondation en 1872. Coût de reconstruction, 80 000 couronnes. Mais un bâtiment voisin endommagé par la même inondation a coûté 120 000 couronnes à réparer. Le bâtiment était plus petit, plus simple. Pourquoi le pont coûterait-il moins? Parce qu'ils ne l'ont pas reconstruit, ils l'ont nettoyé. Les ponts prétendument détruits par des inondations nécessitant une reconstruction complète ne montrent pourtant aucune preuve de perturbation des fondations. Pas de maçonnerie de remplacement, pas de renforcement structurel. Les descriptions d'inondations incluent des niveaux d'eau impossiblement élevés, 12 à 15 mètres au-dessus du niveau de la rivière, sans preuve géologique correspondante. Comment une inondation atteint-elle 15 mètres au-dessus du niveau de la rivière sans laisser de traces, sans modèle de sédimentation, sans dommage aux bâtiments voisins au même niveau d'élévation? J'ai cherché les évaluations de l'état des ponts avant les inondations, les enquêtes de dommages structurels, les registres d'approvisionnement en matériaux de reconstruction. Ces documents sont absents, malgré les exigences d'assurance.
malgré les réglementations municipales. Les inondations fournissent une histoire de réinitialisation civilisationnelle, expliquant l'apparition soudaine de nouveaux ponts qui précèdent en réalité les événements d'inondation. Le modèle correspond aux histoires d'inondations mondiales utilisées pour expliquer la découverte de structures. Les inondations fournissent un point d'effacement pratique pour la documentation de structures existantes. Quelque chose s'est passé au milieu du 19e siècle. Une série d'inondations, ou des histoires d'inondations, des récits qui ont permis une explication, une couverture, une raison pour laquelle ces structures incroyables sont soudainement apparues dans les archives officielles. Les inondations n'ont pas détruit les ponts, les inondations les ont expliqués. J'ai suivi les entrepreneurs de construction de ponts. Je m'attendais à des entreprises établies avec des travaux antérieurs documentés, des sociétés ayant des antécédents, des réputations, des portfolios. Ce que j'ai trouvé étaient des entreprises éphémères qui apparaissent pour un seul projet de pont, puis disparaissent, souvent avec des listes de personnel identiques à travers différents noms d'entreprises et pays. Les registres d'enregistrement d'entreprises montrent des sociétés de construction constituées 6 à 8 mois avant le projet de pont et dissoutes immédiatement après. Les listes de personnel des entrepreneurs montrent les mêmes noms apparaissant dans des projets à travers la France, l'Allemagne, la Russie, ou des variations évidentes. Jean Dubois devient Johan Dubois devient Ivan Dubois. Les adresses des bureaux des entreprises mènent à des bâtiments résidentiels ou à des emplacements inexistants. Rue de la Fontaine numéro 47. Mais la rue de la Fontaine se termine au numéro 43. Des entrepreneurs débutants achevant des projets d'une complexité technique sans précédent, sans courbe d'apprentissage. Pas de tentatives ratées, pas de période de formation documentée. Les mêmes entrepreneurs apparaissant dans des projets géographiquement distants dans des délais impossiblement courts, des intervalles de 3 mois entre des projets à Paris et Moscou. Comment voyagez-vous de Paris à Moscou en 3 mois en 1875 ? Comment mobilisez-vous des équipes de construction? Comment transférez-vous des équipements et des matériaux? J'ai cherché les registres commerciaux des entrepreneurs, livres de comptes, correspondances, inventaire d'équipements. Ces documents sont absents des archives municipales standards. Les documents de comparaison d'offres sont manquants malgré les exigences de la loi sur les marchés publics. Les registres d'emploi des ouvriers ne montrent aucune expérience de construction antérieure pour la main-d'œuvre revendiquée. Des fantômes, des entreprises fantômes, des ouvriers fantômes, des projets fantômes. Sauf que les ponts sont réels, les ponts se tiennent, les ponts fonctionnent. Alors qui a fait le travail ? Le modèle d'entrepreneur éphémère suggère une histoire de couverture coordonnée plutôt qu'une construction réelle. Des entreprises créées pour documenter qui a construit des structures déjà présentes. Le personnel peut représenter des équipes de restauration et de réactivation réutilisant l'infrastructure Tartare plutôt que des constructeurs créant de nouvelles structures. Ces entreprises n'étaient pas des entreprises de construction, c'étaient des entreprises de documentation, créant des traces écrites pour des ponts qui avaient besoin d'avoir des constructeurs. J'ai comparé les ponts du XIXe siècle avec les reconstructions et réparations modernes. Je m'attendais à des améliorations techniques dans les travaux plus récents, des matériaux meilleurs, des méthodes meilleures, des résultats meilleurs. Ce que j'ai trouvé était une dégradation systématique de la qualité. Les réparations modernes montrant une précision, une durabilité et une sophistication d'ingénierie inférieure par rapport au travail original prétendument primitif. Des photographies comparatives montrent la maçonnerie originale des années 1860 par rapport aux sections de réparation des années 1950 à 1990. Les rapports d'ingénierie documentent des taux d'échec de réparation moderne 15 à 20 fois plus élevés que la longévité de la structure originale. L'analyse microscopique de la pierre montre que le travail original a des tolérances plus fines que les coupes modernes à la scie à diamant. La maçonnerie originale montre 0 altération aux joints de mortier, après plus de 150 ans. Les réparations modernes montrent une détérioration en 20 à 30 ans. La structure originale a survécu à des événements sismiques qui endommagent les ajouts de renforcement modernes. Les calculs de charge montrent que les conceptions originales dépassent les facteurs de sécurité modernes sans renforcement en acier. Comment des méthodes primitives obtiennent-elles des résultats supérieurs? Comment des constructeurs du XIXe siècle, sans technologie moderne, créent-ils des travaux qui surpassent nos meilleurs efforts? J'ai cherché la documentation originale de techniques de construction qui expliquerait la performance supérieure. Les dossiers d'analyse de matériaux expliquant les différences de composition de la pierre. La méthodologie d'ingénierie expliquant comment les méthodes primitives ont obtenu des résultats supérieurs. Ces documents n'existent pas parce que les constructeurs du XIXe siècle ne comprenaient pas comment les structures fonctionnaient. Ils travaillaient avec quelque chose qu'ils avaient hérité, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas recréer. La preuve de dégradation de la qualité soutient la théorie de l'héritage plutôt que de l'invention. Les constructeurs du XIXe siècle travaillaient avec des structures qu'ils ne comprenaient pas pleinement.
obtenant les meilleurs résultats lorsqu'ils intervenaient minimalement. L'ingénierie moderne représente une dégradation supplémentaire de la connaissance héritée plutôt qu'un progrès. Nous n'avons pas inventé de meilleurs ponts. Nous avons inventé des explications pour des ponts que nous ne pouvions pas construire nous-mêmes. Avant d'aller plus loin, si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle de reconnaissance que j'ai ressentie quand j'ai commencé ce voyage, rendez-moi un service rapide. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant, pas pour l'algorithme, mais parce que cela me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veulent vraiment la vérité. L'une des rares personnes qui voit ce qui est caché entre les lignes, parce que ce qui vient ensuite change tout. J'ai examiné des ponts officiellement répertoriés comme rénovation de structures médiévales. Je m'attendais à des preuves archéologiques de fondations antérieures, des couches médiévales, des phases de construction, des preuves d'âge. Ce que j'ai découvert était l'absence de couches médiévales, seulement un travail de rénovation du 19e siècle directement au-dessus de la construction de la période tartare sans phases intermédiaires. Les rapports d'excavation archéologique de la maintenance des piliers de pont montrent une seule phase de construction. Pas de couche médiévale, les résultats de dendrochronologie et de datation au carbone montrent des éléments en bois rénovés précédant la construction médiévale alléguée de 200 à 400 ans. Les registres historiques de la ville ne montrent aucune référence de pont médiéval avant le XVIIIe siècle. Comment un pont médiéval existe-t-il pendant 600 ans sans jamais être mentionné dans les chroniques, sans registre monastique, sans documents fiscaux ? Les ponts médiévaux prétendument debout pendant 600 ans avant la rénovation ne montrent pourtant aucun registre de réparation, aucun journal de maintenance, aucune documentation d'échecs structurels. Les travaux de rénovation rencontrent des systèmes de fondation inattendus, avancés incompatibles avec les capacités d'ingénierie médiévale. Les registres de construction médiévaux sont absents des archives monastiques et municipales, qui maintiennent autrement des registres complets. Des siècles manquants de documentation de maintenance de ponts. Attribution délibérée de structures en arrière-datation dans les compilations historiques des XVIIIe et XIXe siècles sans citation de source. L'attribution médiévale sert de mythologie intermédiaire entre la réalité tartare et le récit de construction du XIXe siècle. La revendication de rénovation permet la reconnaissance de structures existantes, tout en obscurcissant leur véritable âge et origine. Les ponts représentent une infrastructure tartare intacte, héritée par des sociétés médiévales qui l'ont maintenue mais ne l'ont pas créée. Maintenue mais pas comprise, utilisée mais pas répliquée. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement des ponts, c'était Tartarie, ou du moins les échos de quelque chose comme ça. Une civilisation qui a créé de belles structures qui étaient aussi des machines fonctionnelles, des bâtiments qui généraient de l'énergie, des ponts qui utilisaient l'eau. Les ponts médiévaux n'ont jamais existé, les rénovations médiévales non plus, il n'y avait que la découverte et la dissimulation. J'ai analysé les caractéristiques hydrauliques dans les structures de ponts. Je m'attendais à de simples systèmes de drainage, de l'eau qui s'écoule, des tuyaux de base, rien de complexe. Ce que j'ai découvert étaient des réseaux sophistiqués de canalisation d'eau, incorporant la régulation de pression, des chambres de filtration et des preuves de systèmes mécaniques alimentés par l'eau. Les photographies d'inspection technique révèlent des réseaux de tuyaux complexes dans les piliers de pont. Des systèmes de canaux hydrauliques montrant des angles de gradient précisément calculés pour le maintien de la pression. Des espaces de logement de vannes montrant des points de montage pour des mécanismes de contrôle de débit retirés. Des dépôts de limon dans des canaux scellés indiquant des siècles d'utilisation active. Des siècles. Avant que les ponts ne soient officiellement construits, les systèmes de régulation de pression hydraulique incorporent des principes non découverts avant la recherche en dynamique des fluides des années 1890. La métallurgie des tuyaux montre des alliages résistants à la corrosion non disponibles commercialement avant les années 1920. La précision de calcul de débit nécessite une instrumentation indisponible au XIXe siècle. Comment calculez-vous la pression de l'eau avec une telle précision sans manomètre? Comment créez-vous des alliages résistants à la corrosion sans métallurgie moderne? Comment concevez-vous des systèmes de régulation de pression avant de comprendre la dynamique des fluides? J'ai cherché les spécifications de conception du système hydraulique, les registres de surveillance du débit d'eau, la documentation de mise hors service pour les systèmes d'eau. Ces documents sont absents, malgré des points de montage de compteurs évidents, malgré des preuves claires d'arrêt et de scellement délibéré. Ces réseaux hydrauliques représentent des fragments du système eau, énergie tartare, utilisant la pression de la rivière pour la distribution d'énergie mécanique. Les canaux d'eau des ponts se connectent à une infrastructure hydraulique souterraine plus large, desservant plusieurs systèmes urbains. La technologie de l'eau représente la clé pour comprendre la civilisation tartare comme une culture énergétique basée sur l'hydraulique. Pas de moteur que nous alimentons, mais des structures qui s'alimentent elles-mêmes. Une sorte d'ingénierie naturelle qui s'harmonisait avec le monde au lieu de le combattre.
Les ponts ne traversaient pas l'eau. Ils utilisaient l'eau pour des fins que nous avons délibérément oubliées. J'ai examiné les changements de niveau du sol autour des ponts. Je m'attendais à une accumulation graduelle de sédiments, l'accumulation naturelle au fil du temps, quelques centimètres par décennie. Ce que j'ai découvert était un modèle systématique d'enfouissement délibéré. Les approches de ponts surélevés de 2 à 4 mètres dans des périodes de 10 à 20 ans, dissimulant les entrées originales au niveau du sol et les caractéristiques architecturales. Les relevés d'élévation comparatifs des années 1870 par rapport aux années 1900 montrent des augmentations dramatiques du niveau du sol. Les photographies révèlent des arcades enterrées, des ouvertures de rez-de-chaussée scellées, des éléments décoratifs submergés. Les rapports d'excavation de travaux de service public découvrent des couches architecturales inattendues, 3 à 4 mètres sous le niveau actuel de la rue. L'élévation coordonnée du niveau du sol à travers plusieurs pâtés de maisons en une seule décennie malgré une complexité logistique massive. Les caractéristiques architecturales enterrées montrant un travail détaillé, fini, invisible depuis le niveau de la rue surélevée, suggérant que celle-ci n'était pas à l'origine destinée à être enterrée. Préservation parfaite d'éléments enterrés malgré un prétendu siècle d'exposition souterraine. Comment préservez-vous parfaitement la pierre enterrée pendant 100 ans? Comment des sculptures détaillées sous le niveau du sol ne montrent-elles aucune altération, aucune infiltration d'eau, aucun dommage racinaire? J'ai cherché la documentation du projet d'élévation du sol, les registres de sources et de transport de remblais, les plaintes ou commentaires contemporains sur un projet de travaux publics massifs affectant des quartiers entiers. Ces documents n'existent pas. Des quartiers entiers surélevés sans documentation, sans plainte, sans enregistrement budgétaire, comme si cela ne s'était jamais produit, comme si le sol s'était élevé de lui-même. L'enfouissement représente la dissimulation systématique du contexte architectural tartare au niveau du sol, cachant les preuves de l'infrastructure et de l'échelle d'une civilisation différente. Le modèle se répète globalement pendant les projets de modernisation des années 1870 à 1890. Les caractéristiques enterrées révèlent des structures tartares conçues pour un niveau du sol 3 à 4 mètres plus bas que la norme actuelle, un monde différent, une civilisation différente, un niveau du sol différent. Ils n'ont pas élevé les villes pour prévenir les inondations, ils ont élevé les villes pour enterrer les preuves. J'ai examiné les propriétés acoustiques des structures de pont. Je m'attendais à des caractéristiques de résonance aléatoires, le son rebondissant de la pierre, rien d'intentionnel. Ce que j'ai découvert étaient des ponts présentant des fréquences harmoniques précises, les mêmes fréquences trouvées dans les cathédrales, les temples, d'autres structures attribuées à la civilisation tartare. Les données d'analyse acoustique montrent des structures de ponts résonnant à des fréquences spécifiques, 432 Hz, 528 Hz, fréquences associées aux théories de guérison et d'énergie harmonique. Les études d'acoustique architecturale révèlent des chambres d'amplification sonore dans les piliers de ponts. La documentation de modèles de résonance montre des ponts dans la même région géographique accordés à des fréquences complémentaires. Pas aléatoires, accordés, intentionnels. La précision acoustique nécessite une analyse de fréquences sophistiquée et un calcul structurel apparaissant dans des structures prétendument conçues uniquement pour supporter des charges. Les caractéristiques de résonance ne servant aucun but structurel selon la théorie d'ingénierie conventionnelle. Les caractéristiques acoustiques positionnées pour interagir avec les vibrations du débit d'eau de manière spécifique. Pourquoi concevoir l'acoustique dans un pont? Pourquoi accorder la pierre à des fréquences spécifiques? Pourquoi créer des chambres qui amplifient le son? J'ai cherché les spécifications d'ingénierie acoustique du 19e siècle, la documentation expliquant pourquoi les propriétés acoustiques ont été conçues dans une infrastructure purement utilitaire. Les registres de tests ou de mesures acoustiques pendant la période de construction. Ces documents n'existent pas parce que les propriétés acoustiques n'ont pas été conçues au 19e siècle. Elles ont été héritées, découvertes, mesurées, mais pas comprises. Les propriétés harmoniques révèlent les ponts comme des composants dans un système de technologie de fréquence et de résonance tartare, utilisant le son, la vibration de l'eau et la résonance géométrique pour des fins au-delà de la structure mécanique. Les ponts fonctionnent comme des diapasons dans un réseau harmonique à l'échelle du paysage. Les caractéristiques acoustiques représentent une conception intentionnelle par une civilisation comprenant l'énergie vibratoire. Pas de mysticisme, pas de pseudoscience, de la physique réelle, de l'ingénierie réelle, de la technologie réelle que nous ne comprenons plus. Et cela m'amène à ce qui se passe lorsque vous cartographiez chaque pont, chaque chambre scellée, chaque canal hydraulique comme un seul système interconnecté. Lorsque vous voyez les modèles, les connexions, le réseau. Et c'est exactement là que commence le dernier chapitre. J'ai synthétisé tous les modèles de preuve, les fondations manquantes, les délais impossibles, l'alignement géométrique, les vocabulaires architecturaux identiques, les chambres scellées.
les systèmes hydrauliques, les propriétés acoustiques, le tout ensemble. Et un système a émergé, les ponts comme nœuds dans un réseau d'infrastructures tartare à l'échelle du continent, intégrant l'énergie hydraulique, la résonance harmonique, l'alignement géométrique et la technologie architecturale en un système unifié, délibérément démantelé et dissimulé pendant la modernisation du XIXe siècle. Les cartes de réseau complètes superposant les emplacements de ponts, les chambres scellées, les canaux hydrauliques et les fréquences acoustiques révèlent une architecture de système unifié. Une animation montrant comment le débit d'eau, la résonance et l'alignement géométrique fonctionneraient comme un réseau intégré. Des cartes comparatives montrant le système tartare par rapport à l'infrastructure moderne, révélant un remplacement conscient plutôt qu'une évolution. L'intégration du système nécessite une planification centralisée, une ingénierie standardisée et une sophistication technologique dépassée uniquement par les réseaux numériques modernes. Les preuves suggèrent un réseau fonctionnant activement avant les années 1850, suivi d'une désactivation systématique pendant les années 1860 à 1890. L'infrastructure moderne évitant ou démantelant délibérément les connexions du réseau tartare. Comment désactivez-vous un système continental en 3 décennies? Comment coordonnez-vous le démantèlement à travers plusieurs pays? Pourquoi remplacez-vous un système fonctionnel par une technologie inférieure? J'ai cherché la documentation de transition, les registres expliquant pourquoi un système intégré avancé a été abandonné pour des technologies isolées inférieures. L'analyse d'ingénierie expliquant pourquoi un système fonctionnel a été remplacé. Aucun de ces documents n'existe. L'absence complète de documentation de transition. Aucun registre expliquant pourquoi, aucune analyse expliquant comment. Des lacunes d'archives systématiques pendant la période de transition des années 1870 à 1890 à travers plusieurs pays et institutions. La synthèse finale révèle Tartarie non pas comme une civilisation vague, mais comme une culture technologique spécifique, utilisant un système intégré aux géométrie-résonance s'étendant sur les continents. Le XIXe siècle représentant non pas l'âge de construction, mais la période d'héritage, où une civilisation successeur a documenté, démantelé et dissimulé un système qu'elle ne pouvait pas répliquer. L'infrastructure moderne représente des fragments dégradés d'un réseau prédécesseur sophistiqué. Nous n'avons pas inventé l'infrastructure moderne. Nous avons dégradé l'infrastructure tartare, nous l'avons démantelée, nous l'avons remplacée par quelque chose de plus simple, quelque chose que nous pouvions comprendre. Les ponts sans fondation ont été construits sur quelque chose que nous ne pouvons plus voir. Un réseau qui s'étendait sous les villes, sous les rivières, à travers des tunnels que nous avons scellés et des chambres que nous avons enterrées. Que reste-t-il d'autre sous le béton et l'asphalte que nous avons posé sur un monde que nous avons hérité mais jamais compris? Cette question, c'est là que commence la véritable enquête.